présentation. Et je voudrais ici vous présenter la première oratrice qui est Madame Sonia Fèvre, socio-anthropologue de formation, mais aussi titulaire d'une maîtrise en gestion environnementale. Sonia Fèvre, avant de rejoindre l'OMSA, a travaillé dans le domaine de la coopération internationale, universelle santé, mais aussi dans des programmes de renforcement des services vétérinaires en lien avec les besoins des éleveurs. Et à l'OMSA, Sonia est responsable du programme conseillère en renforcement des capacités. Donc, elle contribue donc par ses fonctions à la stratégie de l'OMSA sur le développement de la main-d'œuvre vétérinaire en général, mais aussi sur les conditions en fait favorables, la mise en place des conditions favorables à l'intégration des paraprofessionnels vétérinaires dans le réseau des professionnels de santé animale. Donc, Sonia, vous avez la parole. Merci, Dr Coateau. Bonjour à tous, chers délégués, représentants de vos institutions, mesdames, messieurs. Merci pour votre participation aujourd'hui. On est ravis de vous avoir présents et de pouvoir partager ces informations avec vous. Je vais demander à mes collègues de partager l'écran afin de pouvoir commencer ma présentation, qui est une introduction au contexte de travail de l'Organisation mondiale de la santé animale sur la législation et sur le développement de la main-d'œuvre vétérinaire. Donc, Kelsey, est-ce que tu peux partager la présentation? Oui, une seconde. Donc, lors de ma présentation, je vais vous parler du contexte de travail sur le renforcement des capacités que fait l'OMSA et ensuite un peu de la théorie et du contexte de renforcement de capacités sur la main-d'œuvre de façon spécifique. Diapo. Merci. Donc, le travail de l'OMSA est basé sur ce qui s'appelle le Code sanitaire pour les animaux terrestres. Je pense que vous le connaissez tous. Et notre rôle et notre mandat, c'est de soutenir nos pays membres à pouvoir être conformes à ces normes. Donc, notre travail de renforcement de capacité est toujours en lien à ces normes et en accompagnement avec les pays membres. Diapo. Donc, permettez-moi de vous expliquer un peu les détails de ces normes en ce qui concerne la main-d'œuvre vétérinaire. Donc, le chapitre 3 est basé sur la qualité des services vétérinaires. Il est disponible en ligne, vous pouvez le regarder. Le chapitre 3, surtout certains articles, concernent l'importance d'une évaluation régulière des services vétérinaires, une sorte de contrôle ou monitoring. L'OMSA offre des services à ses membres pour mettre en œuvre une évaluation. Ce n'est pas un service qui est obligatoire, mais c'est un service qui vous permet ou qui permet à ses membres de comprendre où vous en êtes et quelles sont les lacunes et quelles sont les opportunités afin de pouvoir améliorer la qualité. Donc, je vais vous lire certains éléments de ces textes qui vont expliquer vraiment en détail les éléments clés. Les services vétérinaires doivent disposer du personnel approprié, comprenant notamment des vétérinaires, des paraprofessionnels vétérinaires et d'autres personnels, possédant les compétences appropriées acquises par le biais d'une formation initiale et continue, leur permettant d'exercer leurs fonctions de manière effective et efficace. Donc, on voit bien que dans le personnel des services vétérinaires, on a des vétérinaires et des PPV, et qu'afin de pouvoir bien exercer leur travail, ils doivent être formés avec les compétences nécessaires. Donc, notre travail sur les réseaux de professionnels se concentre sur ces éléments-là. Les vétérinaires et les PPV sont des éléments essentiels et ils peuvent être au sein des autorités gouvernementales ou en tant que prestataires de services privés. En plus, les catégories de personnel doivent être définies et mises en œuvre au niveau national. Et le personnel a besoin d'une rémunération suffisante et régulière afin d'exercer leur travail. Diapo. Alors,
La question de service public et privé peut être délicate et peut être compliquée. Chaque pays est différent et chaque pays a le droit de décider et d'organiser leur service vétérinaire comme il veut, du moment qu'il arrive à exercer ses devoirs. Les autorités compétentes doivent, s'il y a lieu, avoir l'autorité et la capacité de développer ou de prendre part à des partenariats publics-privés, dont l'objet est d'obtenir des résultats en matière de santé animale, de bien-être animal ou de santé publique vétérinaire, à savoir accréditer, autoriser ou déléguer au secteur privé, ou développer ou participer à des programmes conjoints de collaboration avec des producteurs ou d'autres parties prenantes. Donc, cet élément de législation autour du secteur privé, on va le voir tout à l'heure. Diapo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un réseau de personnel de santé animale qui est efficace et qui est adéquat? Donc, pour l'OMSA, un réseau de personnel doit avoir un nombre suffisant et correctement formé afin de pouvoir arriver à un bon fonctionnement d'un service vétérinaire national. Ce réseau, comme on l'a dit, doit englober les secteurs publics et privés. Et pour y aboutir, une planification du personnel vétérinaire est nécessaire afin de garantir au pays un nombre adéquat de prestataires de services aux endroits appropriés afin de fournir de manière fiable les services vétérinaires requis à des coûts acceptables. Donc, dans cette partie 3, nous voyons l'importance de la distribution sur le territoire du personnel. Souvent, on voit une concentration dans certains endroits, par exemple les zones urbaines. Et aussi à des coûts acceptables. D'où vient des fois l'intérêt du service privé ou de partenariats public-privé. En plus, un large éventail de prestataires de services peut participer, dont les vétérinaires et des PPV. Mais tous doivent être correctement formés, réglementés et supervisés. Et tous doivent opérer dans le cadre de la loi. Et je pense que tout à l'heure, nous allons regarder ces éléments, ce que ça veut dire d'avoir, dans le cadre de la loi, des professionnels vétérinaires. Donc, diapo, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas si ce diagramme est familier à la plupart de vous. C'est une image qui représente les différents services de renforcement de capacité que offre l'OMSA. Donc, le processus PVS est un processus d'évaluation de la performance des services vétérinaires. Nous avons vu tout à l'heure que les services vétérinaires doivent évaluer régulièrement leurs services et leur travail. Donc, c'est un des rôles que offre l'OMSA, c'est d'aider les pays membres à le faire. Donc, afin d'arriver à une évaluation complète, nous offrons des orientations pour comprendre le contexte et les services qui sont disponibles. Et dans évaluation, vous voyez le numéro 2, nous avons une évaluation PVS. Et cette évaluation est vraiment une étape phare pour comprendre les compétences critiques de tout le domaine vétérinaire. Ensuite, nous avons une analyse des écarts qui permet de comprendre les écarts et de comprendre les finances et les budgets nécessaires pour y remédier. Et nous avons différents services d'appui ciblés autour de différents éléments, dont la législation. Diapo, s'il te plaît. Encore. Donc, en termes de contexte, le processus PVS a vu le jour en 2007. Donc, il permet aux pays membres de l'OMSA d'évaluer leurs services nationaux. C'est un programme volontaire, il doit être demandé par les pays. Et entre 2007 et 2009, nous avons eu 87 missions d'évaluation PVS. Et depuis, encore plus. Les compétences critiques que nous voulons regarder autour de la main-d'œuvre ou du personnel vétérinaire sont notamment la compétence critique 1 et 2, qui sont autour du personnel professionnel et technique, donc les vétérinaires et les PPV, et qui regardent leurs compétences. Merci, diapo. Donc, pour vous montrer, ça, c'est l'outil qu'utilisent les experts qui sont responsables des évaluations PBS, qui visitent le pays pendant à peu près 2 semaines, qui travaillent avec les services vétérinaires et plein de parties prenantes pour évaluer différentes compétences critiques, c'est-à-dire compétences des services vétérinaires. Pas compétences d'un individu, mais compétences des services en général. Et les compétences critiques, comme je mentionnais, sur les compétences du coup des professionnels, concernent les vétérinaires et les paraprofessionnels vétérinaires. Donc, Elsie, si tu peux appuyer sur le prochain, nous allons voir que entre 2006 et 2009, nous avons fait une évaluation des rapports PBS
qui nous ont montré que 48% des pays évalués avaient des vétérinaires dont les compétences critiques, dont les compétences étaient entre 1 et 2, c'est-à-dire très faibles. Le numéro 5 représente le maximum. Donc, ça veut dire que presque la moitié des pays ont des vétérinaires qui n'ont pas les compétences nécessaires afin de livrer leurs tâches. Prochain diapo. Pour les paraprofessionnels vétérinaires, si tu peux nous montrer, c'est à peu près pareil. 48% avaient des compétences seulement au niveau 1 et 2. Donc, pour l'OMSA, c'était, disons, un signal d'alarme, que les ressources humaines sont évidemment l'élément qui souligne la capacité des services vétérinaires à livrer leur travail. Et 50% des pays évalués avaient des compétences qui étaient sous le niveau nécessaire. Donc, prochain diapo, nous avons créé avec des groupes d'experts des recommandations et des lignes directrices pour les compétences minimales pour les vétérinaires et des recommandations pour les cursus de formation pour les vétérinaires. Nous avons ensuite publié le même sorte de recommandations pour les PPV. Donc maintenant, nous avons des points de référence pour les vétérinaires et pour les PPV pour comprendre les compétences minimum pour qu'ils puissent travailler au niveau nécessaire. Prochain diapo. Donc, notre rôle en termes de renforcement des capacités est d'aider les pays membres à renforcer les compétences non seulement des vétérinaires, mais aussi des PPV. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup des PPV? C'est parce que dans beaucoup de pays, il y a une réglementation, voire une formation qui est à un niveau plutôt adéquat. Bien que pour la formation pour les vétérinaires, comme nous avons vu, ça peut aussi avoir des lacunes. Par contre, les PPV ne sont souvent pas visibles dans la législation. Donc, c'est-à-dire qu'une bonne partie du réseau professionnel n'est pas reconnue, souvent n'est pas enregistré et n'est pas réglementé. Donc, ça, c'est une grande lacune dans le fonctionnement des services vétérinaires. Donc, c'est pour ça que nous avons une grande concentration en ce moment sur le renforcement des capacités autour de cet élément-là. Donc, nous visons à familiariser les partenaires, les pays, les parties prenantes sur ces lignes directrices que je vous ai montrées et sensibiliser les services vétérinaires sur le rôle potentiel des PPV et sur les éléments qui contribuent aux conditions favorables à leur intégration dans le réseau. Par exemple, nous voyons dans beaucoup de pays qu'il y a des centres de formation pour les PPV. Mais dans ces mêmes pays, il peut manquer de réglementation ou de législation qui reconnaît ces professionnels, ces paraprofessionnels. Donc, ces personnes vont être diplômées, ils vont sûrement travailler, mais il y a des lacunes dans la reconnaissance de leur travail. Prochain diapo, s'il te plaît. Donc là, on va parler un peu plus des éléments clés qui permettent l'intégration des PPV dans le réseau de personnel vétérinaire. Prochain. Donc, nous distinguons entre 3 éléments principaux. Donc, c'est la législation, la réglementation et l'éducation. Et on vous propose plusieurs questions qui peuvent vous aider à regarder votre contexte, votre environnement professionnel au niveau national pour identifier si le cadre est suffisant pour leur intégration. Donc, existe-t-il un organisme statutaire vétérinaire, un ordre, pour définir et réglementer les différentes catégories de PPV en fonction des pays du besoin? Donc, on peut dire en termes de catégories, ça peut être les personnes qui travaillent dans les laboratoires, sur la santé animale, ou ça peut être plus spécifique que ça peut être un assistant technique, ça peut être un assistant sur la santé animale. Il y a différentes catégories en fonction des terminologies des pays. Existe-t-il une base juridique permettant aux PPV de travailler dans les contextes souhaités, par exemple dans un cabinet privé? Est-ce que les relations entre les vétérinaires et les PPV sont clairement définies? Est-ce qu'il y a une supervision? Les qualifications requises pour les différentes catégories de PPV sont-elles clairement définies? Et finalement, existe-t-il des établissements de formation agréés pour dispenser la formation requise? Donc, c'est autour de ces questions-là que le renforcement de capacité qu'offre l'OMSA peut vous aider. Prochain diapo. Sonia, est-ce que tu es presque à la fin parce que tu as dépassé le temps? Oui, c'est mon dernier diapo. D'accord. Donc, j'allais juste résumer les différentes offres
qui existent pour soutenir le renforcement des capacités. Donc, il y a le programme d'appui à la législation vétérinaire. Il y a un jumelage sur les organismes statutaires vétérinaires. Et autour de l'éducation, il y a un programme de jumelage pour les établissements d'enseignement vétérinaire. Et il y a des missions pilotes d'évaluation de curricula de formation PPD. Donc, grâce à ces différentes offres, nous essayons de vous aider à combler ces lacunes et à vous concentrer sur les éléments phares afin de pouvoir renforcer les capacités de vos professionnels et du cadre et de l'environnement des services vétérinaires pour l'intégration des vétérinaires, mais aussi des PPD. Donc, merci à tous. C'est la fin de ma présentation.